Alors, c'est évidemment quelque chose qu'on commente largement depuis le début de la semaine. La Fed qui est sur le pont et avec elle aussi un bon nombre de banques centrales qui commencent à lui emboîter le pas. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude depuis 2008, la Fed et la BCE aussi et d'autres sont là pour rassurer les marchés en montrant leurs muscles. Mais on se demande si là, pour le coup, en l'espèce, depuis avec cette crise sanitaire de coronavirus, si ça va suffire à calmer la crainte des marchés. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de la semaine, voilà, elles montrent leurs muscles, elles bombent le torse, elles sont sorties du bois, les banques centrales, notamment la Fed en premier qui a dégainé, pour montrer qu'encore une fois, elles étaient là. Oui, pour montrer qu'elles étaient là, et puis aussi pour montrer qu'elles étaient là, j'ai envie de dire presque par rapport aux États qui, pour le moment, effectivement, on attendait beaucoup de cette réunion du G7 en début de semaine. Et puis, G7 finance plus banquiers centraux. Exactement, où on s'attendait à ce que peut-être voir un plan d'action concerté au niveau des principales puissances économiques de la planète. Il n'en a rien été. Et on a l'impression que c'est presque après ce G7 finalement qui n'a rien donné que la Fed a décidé de passer à l'action avec effectivement cette baisse de 0,5 points de pourcentage de son principal taux directeur. Donc effectivement, sortie du bois, elle a été imitée par également la Banque centrale d'Australie. On sait que l'économie australienne est très liée à l'économie chinoise. On sait qu'il y a la Banque centrale du Canada qui a suivi. On sait que la Banque centrale japonaise, qui est toujours un petit peu la plus active, ils n'ont pas peur de grand-chose, les Japonais, est déjà en train d'injecter, elle carrément... Ils achètent des ETF sur action. Exactement, voilà, je pense que c'était dès le début de semaine, ils étaient partis. Donc on voit effectivement que cette synchronisation de la politique monétaire qu'on a eue dans le cas des grandes crises était un peu en train de se mettre en place. Intéressant aussi, on pense que peut-être la Banque d'Angleterre qui se réunit le 26 mars va faire de même, et puis des banques centrales moins connues, il y a celle, ça m'a intéressé de vous le dire, c'est des Émirats arabes unis qui a demandé, elles, aux institutions financières du pays de rééchelonner des contrats de prêt ou de pratiquer des réductions de frais bancaires. Donc effectivement, depuis le début de la semaine, un certain nombre de banques centrales sont à la manœuvre. Ouais, il y en a une qu'on n'a pas citée jusqu'à présent, c'est la nôtre. C'est la BCE. C'est la BCE. C'est la BCE, bah oui, parce que la BCE, on se... Alors, il y a c'est pas vrai. Il y a eu cette réunion... Oui, il y a un peu de cacophonie au niveau de la BCE. Entre ce qu'a dit le vice-président, ce qu'a dit Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, et Christine Lagarde, tout ça n'était pas bien aligné. Alors, il y a eu cette réunion qui n'était pas prévue, dans laquelle on a parlé coronavirus, mais on n'aurait pas parlé de réduction des taux tout de suite. Non, il y a eu ce communiqué lundi où Christine Lagarde a déclaré que la BCE suivait de près les développements et leurs implications pour l'économie, l'inflation à moyen terme. Nous nous tenons prêts à prendre les mesures appropriées et ciblées qui seraient nécessaires. Voilà. Donc effectivement, c'est un petit peu flou. On sait que la BCE doit parler la semaine prochaine, le 12 mars. Vraiment, à mon avis, il n'y aura pas de déclaration avant. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a des sons de cloche un peu différents qui se font déjà entendre, notamment effectivement M. Villeroy de Galhau qui disait que finalement la Banque centrale c'était bien beau, mais c'était peut-être aussi aux États de faire le nécessaire. Ouais. Et dans le fond, on ne peut pas lui donner tort parce que les moyens de la BCE notamment est un peu plus limités parce que beaucoup a été fait, énormément a été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qui nous reste dans la caisse à outils? On a déjà posé cette question dans des émissions précédentes. Hein. C'est vrai qu'on s'était dit tiens. Sauf que là maintenant, on a besoin des outils là. Voilà, c'est ça. On s'était dit mais qu'est-ce que va faire Christine Lagarde en cas de crise? Eh ben, on y est beaucoup plus vite. Ça n'a pas duré longtemps la crise, voilà. Par rapport à sa date d'arrivée. Voilà, on n'aurait pas pensé que quelques mois à peine après, on se retrouvait dans une situation si compliquée. Alors, la baisse des taux, alors déjà, on peut déjà parler de l'efficacité de la baisse des taux. Beaucoup jugent que les taux directeurs sont à zéro. Voilà, chez nous, les taux directeurs sont à zéro. Le taux de dépôt, on rappelle, donc c'est le taux auquel les banques commerciales qui mettent leur argent à la BCE se voient rétribuer. Taxé, en l'occurrence. Se voient taxés. En l'occurrence, normalement, c'est un taux rémunérateur, sauf que chez nous, effectivement, il est en territoire négatif. Il est passé de 0,4 à 0,5 et certains disent qu'il pourrait, alors voilà, dans la caisse à outils, peut-être prendre 10 points de base de plus pour parler à 0,6. Voilà, donc on peut déjà douter effectivement de l'efficacité d'une telle mesure. Donc c'est vrai que côté baisse des taux, on est un peu limité en Europe. Après, il y a le QE, les rachats d'actifs. On en a un qui a été initié en pilotage automatique par notre ami Mario Draghi. On est déjà à 20 milliards d'euros par mois. Ça pourrait augmenter? Alors voilà, on a été à 60 milliards au plus fort de la crise. Donc finalement, effectivement, il a été redémarré en novembre dernier à hauteur de 20 milliards d'euros par mois. Jusqu'à 80 à un moment donné. Je me demande. Voilà, on va regarder. On regardera, effectivement. On va voir, je ne suis pas sûr. Et effectivement, on est à 20 milliards. Alors on a été à 60, peut-être à 80. Rien ne nous interdit de repasser à 30, 40 milliards, effectivement. Pour faire quoi?
Pour faire Et on quoi? achète quoi? Et on achète quoi? Alors là aussi, c'est toute la question, effectivement. Remettre en tout cas des liquidités dans le système. Non, la solution qui a été évoquée déjà par plusieurs invités et qui semblerait la plus adaptée, c'est effectivement un nouveau tour de TLTRO. Voilà. On a perdu du monde là. Targeted Longer Term Refinancing Operation. La BCE met du pognon, donne du pognon aux banques pour que derrière. C'est ça, la BCE ouvre des lignes de crédit aux banques à des conditions extrêmement avantageuses. Il y a déjà eu 3 opérations de ce type, la dernière en mars 2019. Mais en échange, effectivement, En contrepartie, c'est important ça. en contrepartie, des encours de crédit qu'elles ont auprès des entreprises non financières et des pour ménages. les aider à passer ce mauvais cap. Voilà, pour les aider, tout ce que vous avez déjà dit depuis le début de la semaine avec vos différents invités, notamment Patrick Artus, cette crise de liquidité dans laquelle, effectivement, les entreprises vont avoir peut-être du mal à payer leurs créanciers. Il va toujours tout en étant solvables, mais elles ont à court terme, elles n'ont plus de chiffre d'affaires, mais elles doivent payer les coûts. Et on se dit finalement que ce serait finalement le plus adapté, avec peut-être une particularité sur ce qui serait cette 4e opération de TLTRO, peut-être de cibler tout particulièrement les PME, les petites et moyennes entreprises, qui se retrouveraient particulièrement exposés, qui ont toujours une trésorerie un peu plus tendue que les grosses, et qui pourraient comme ça bénéficier un petit peu de l'aide de la BCE. Oui, mais je vous coupe, il y a un mais dans cette histoire. C'est-à-dire que, oui, parce que comme c'est la BCE et que c'est compliqué, c'est un peu plus compliqué que la Fed, tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, effectivement, il y a différentes voix qui se sont élevées, notamment le patron de la Banque centrale autrichienne, Robert Holzmann, qui disait qu'effectivement, ça pouvait être complètement envisagé des opérations de ce type. Mais tout de suite, un petit bémol, et c'est là où on peut se demander toujours, on sait l'importance du discours des banquiers centraux, si on est bien au rendez-vous en termes de discours, la BCE doit être vigilante, mais elle ne doit pas surréagir, hein, donc c'est ce qu'il a dit, même si le virus devait persister un trimestre de plus, l'impact sur l'économie chinoise sera significatif, mais pas encore catastrophique. En même temps, et c'est vrai que le côté surréaction, on s'est demandé tous si la Fed n'était pas en train de paniquer, en sortant de l'habitude de se dire on attend une réunion pour dire qu'on va baisser nos taux de 25 points de base. Non, 50 d'un coup entre des réunions. Oui. On s'est dit, elle panique un peu là quand même. Hein. Elle panique ou... Préventive, j'aime bien ça. Après les frappes préventives. C'était le preemptive strike, c'est-à-dire effectivement on vous laisse pas... préventive strike, c'est bon ça. C'est les attaques préventives, c'est dans le domaine militaire, mais on pourrait le mettre dans le domaine monétaire, c'est-à-dire on vous laisse pas le temps de paniquer, on vient par un geste très fort vous dire qu'on est là, qu'on est présent, qu'on a pris toute la gravité potentielle. Je vous rappelle que il a dit, Powell, et on va dire que c'est juste pour le décorum, mais que l'économie américaine restait solide. Ouais. Les stats qui sont tombés hier étaient quand même pas mauvaises. Hein. On a eu donc rien ne justifie au regard des stats d'avoir une baisse de taux agressive de 50 points de base. Sauf à dire, effectivement, et c'est tout le sujet de cette chronique, je vais stabiliser les marchés en leur disant je suis là, je suis présent et je fais ce qu'il faut pour empêcher les choses d'aller plus mal. Ouais. Avec l'idée, on revient en Europe, un non-alignement parfois du discours, parce qu'on a le vice-président de la BCE, qui s'appelle Luis de Guindos. Alors je ne sais pas s'il le prononce bien, qui dit la principale ligne de réponse doit être budgétaire. Quand vous avez un problème, il ne faut pas toujours regarder vers les banques centrales. La patate chaude, hop, on renvoie la patate chaude. Alors, de facto, non mais quand même, c'est sur la question de la toute-puissance des banques centrales et est-ce qu'elles peuvent stabiliser les marchés. Quand on regarde qu'est-ce que c'est stabiliser les marchés, ce serait enrayer la baisse et faire baisser la volatilité. Ouais. On voit que sur les deux aspects, pour le moment, la baisse, ça marche quand même un peu. Finalement, la volatilité, quand on voit l'évolution du Dow Jones sur les 5 dernières séances, moins 4,42, moins 1,39, plus 5,09, moins 2,94, plus 4,53. Ah ouais, montagne russe. Donc ça fait longtemps, je pense que ça fait peut-être... C'est presque historique d'avoir des variations, une volatilité aussi forte sur le Dow Jones. Donc on voit bien qu'effectivement, même le fait d'arriver avec une baisse des taux massive, même le fait d'arriver avec une politique extrêmement volontariste ne va pas suffire. Ça augmente les chances de stabiliser les marchés, mais rien ne dit que ça va fonctionner. Voilà. Et de l'autre côté, effectivement, il y a l'appel aux États, c'est-à-dire l'appel d'agir. On voit bien ce que ça donne pour le moment au G7. On voit que les limites budgétaires, les marges de manœuvre budgétaires de certains États, notamment en Europe, sont quand même assez limitées. Il y a l'idée peut-être qu'on va laisser un peu filer les déficits pour que les États... On a le sentiment que la Commission européenne sera assez compréhensive. Voilà, puisse sortir du bois. Parce on a quand même l'impression que sur ce type de crise, finalement, qu'on avait... semble-t-il pas si bien envisagé. Les banques centrales sont coordonnées, mais elles ne suffiront pas à elles seules, effectivement, à stabiliser les marchés. Ce qu'on peut dire aussi, David, c'est que d'un côté, les marchés détestent l'incertitude, et tant que les États ont une certaine, je ne vais pas dire maladresse, mais un certain flou dans leur façon de communiquer, et c'est un peu ce qu'on voit, cette incertitude va demeurer, et du coup, ça empêche aussi les États de communiquer sur une attitude budgétaire assez claire de ce qu'ils vont faire pour enrayer cette crise.
En tout cas, très grosse réactivité de la Fed. Moi, c'est le truc, franchement, qui aurait cru, on finit là-dessus, hein, Oui. qui aurait cru que la Fed sortirait encore une fois à tel point du rang et nous renverrait à 2008. Mais c'est là où c'est un peu paniquant quand même. Alors voilà, en même temps, bon voilà, Jérôme Powell, on va pas refaire l'histoire. Décembre 2018, on remonte les taux, et puis finalement, été 2019, on les rebaisse, et puis maintenant, on les rebaisse d'un point. Bon, Le pragmatisme voilà, américain. américain. Bon, voilà, donc on voulait faire un point. Est-ce qu'elles vont réussir? En tout cas, elles font tout pour stabiliser les marchés. Elles, Voilà. oui. Maintenant, il va falloir que les États se mobilisent un peu. Allez, merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Bye.